Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la critique analyse du chapitre 1072 de One Piece les amis, un chapitre tout bonnement incroyable. Je n'ai pas les mots sur ce chapitre, dinguerie ce chapitre. Avant de commencer, je tiens quand même à vous dire, parce que j'ai été en retard pour la critique analyse du chapitre 1071, elle est sortie le même jour, aujourd'hui, en même temps que cette critique, donc allez la voir juste avant si vous avez envie. Et sinon, bienvenue pour cette critique analyse du chapitre 1072, dont le titre est Le poids des souvenirs, titre qui fait référence à une bonne partie du chapitre tout de même. Mais il y a pas mal de trucs, il y a énormément de choses auxquelles on va parler aujourd'hui dans cette critique analyse les amis. On commence par une page cover les amis, où on voit tout simplement César, Judge et Queen qui ont tous un truc dans la main. Donc César a un flux du démon qui n'a pas l'air artificiel pour le coup, en tout cas qui est un peu bizarre, je sais pas, mais il n'a pas l'air artificiel. Il ressemble pas à un smile en tout cas. Et étant donné qu'on sait que Vegapunk a réussi à faire qu'un seul faux fruit du démon et que c'était celui de Momo, et à mes yeux c'est un vrai fruit du démon. Mais on y reviendra plus tard. On voit donc Queen avec, vous savez, des potions, enfin pas des potions, mais je sais pas, des concoctions, tu vois, des trucs un peu fumeux là. Et on voit Judge avec déjà des armes à la main. Donc des inventions dangereuses, hein, mais c'est ce que je disais, hein, c'est que lorsqu'on avait eu le chapitre où on nous disait oui, les maths c'est un truc de scientifique gentil, tout tranquille, mais c'est mytho de ouf. Mais ça j'en ai déjà parlé dans la critique analyse où on nous disait ça. Mais gros mytho, c'est pas vrai, les maths n'étaient clairement pas un truc pacifique. Et si Vegapunk était assez con pour croire ça, c'est qu'il regardait pas ce que faisaient ses collègues. Néanmoins, donc voilà, une poche couverture assez cool, de les revoir jeunes, de les voir un peu travailler ensemble, tout, bon, pourquoi pas. On retourne sur Egghead. On s'était laissé à la fin du chapitre 1071 avec notre bon vieux Garp qui était, souvenez-vous, parti avec Armev chercher Kobe sur la ruche. Donc on retourne sur Egghead et on apprend dès la première page en fait, c'est écrit pour nous faire comprendre que c'est des notes, qu'en fait Vegapunk a réussi à donner la vie à une femme et il pense que c'est un chemin vers la paix dans le monde. Bref, je l'ai dit 1000 fois, je sais que des gens adorent Vegapunk, je ne l'aime pas du tout, et cette chose est une des raisons pour lesquelles je ne l'aime pas. Je suis athée. Pour moi, il y a des raisons scientifiques pour lesquelles dans la vraie vie on est là, on vit au milieu des autres espèces animales, tu vois. Mais je déteste quand j'entends des histoires d'animaux clonés et tout machin, ça me dégoûte en fait. Le clonage, j'ai vraiment une haine de ça. Je trouve que c'est se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire que en fait on est une espèce qui pouvons donner la vie à notre espèce entre un mâle, une femelle, voilà, on se reproduit, on peut faire un petit bébé, tu vois. Voilà, c'est le moyen qu'on a pour créer la vie, tu vois. C'est tout le con, hein. Il faut un mâle, une femelle, tu reproduis des spermatozoïdes, un embryon, tu vois, un fœtus, paf paf, ça fait un bébé avec le temps, avec le travail de la maman, dans le ventre de la maman et tout, tu vois. C'est bon, bref. Et en fait, quand l'homme, dans la vraie vie, commence à faire du clonage, machin, d'animaux et commence à donner la vie à des trucs, à bidouiller des trucs comme ça, je déteste. Je n'aime pas du tout. Il faut savoir cette facette de la science, et c'est une facette de la science dans la vie de tous les jours qui est très controversée. Et qui d'ailleurs, ça se passe souvent dans les pays asiatiques parce que chez nous, en France ou en Europe, c'est non, en fait, c'est non, le clonage c'est de la merde. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas Vegapunk. Mais on y reviendra parce qu'il y a encore des choses dans le chapitre qui font que je n'aime pas Vegapunk. Je n'arrive pas à... Bravo monsieur, vous êtes trop fort, vous êtes très intelligent, mais pour moi, vous êtes autant une merde que César, que Queen, que Judge. Je n'aimais pas Judge pour ce qu'il a fait en créant des clones soldats qui n'ont aucune émotion, qui sont juste de la chair à canon. Je n'aimerais pas Vegapunk pour ce qu'il a fait. Et les Séraphins, on verra plus tard dans le chapitre, il y a encore des trucs qui sont dits par rapport à Séraphin. Ben non, désolé Vegapunk, je ne t'aime pas, je n'aime pas ce que tu as fait, science ou pas, pour moi tu es une merde. Bref, excusez-moi, j'en ai parlé un peu plus longtemps que prévu. Donc on voit ça, on voit Bonnie qui fait semblant d'être blessée en forme un peu d'enfant hein, quand elle est jeune et tout. On voit que Vegapunk panique, il fait appel à l'aide pour la soigner, il appelle les médecins. C'est un piège, il tombe dedans, c'est une ruse pour que lui vienne à elle.
Bonnie, du coup, retrouve sa forme normale. Elle utilise même une attaque qui s'appelle Distorsion Future. Et on voit que son haut du corps devient hyper balèze, un peu comme Burgess, tu vois. Et elle envoie un coup de fou, genre hyper puissant, mais en termes de force brute, vraiment, elle pète un mur, genre hyper balèze. Quand tu la vois toute frêle, tu te dis pas qu'elle est capable de ça. Et en fait, je me dis, en fait, on connaît pas le nom du fruit, les habits de Bonnie. On sait pas quel fruit elle a. En réalité, on sait pas depuis tout ce temps, on sait pas le fruit qu'elle a. Est-ce qu'elle n'aurait pas un fruit du démon qui serait, pas celui de Toki, hein, attention, mais qui serait un peu similaire. Toki avait un fruit du démon qui était sur la temporalité vu qu'elle pouvait voyager dans le temps. C'est-à-dire qu'elle pouvait d'un point A aller à un point B dans le futur. De ce qu'on nous a dit, elle ne pouvait pas aller dans le passé. Néanmoins, je tiens quand même à dire, s'il faut, elle n'avait pas éveillé son fruit, et peut-être que le fruit du démon éveiller Toki permet d'aller dans le passé. Mais ça, c'est de la théorie. Mais on est quand même dans la théorie, pour là, je vais quand même faire de la théorie pour le fruit du démon de Bonnie. Est-ce qu'elle aurait pas un fruit du démon lié à un peu Palkia et Dialga, vous voyez les pouvoirs qu'ils ont, c'est-à-dire un fruit qui serait l'espace-temps, tu vois, Dialga, tu vois, l'espace-temps. Est-ce qu'elle pourrait pas, hop, je viens chercher dans l'espace-temps ta forme enfant, je viens chercher dans l'espace-temps ta forme personne âgée, je vais chercher dans l'espace-temps une forme où tu es très puissant, une forme où tu es très faible, etc. Dans les espaces-temps différents, etc. Bref, je vous pose ça là, c'est une théorie, s'il faut, bon, voilà. S'il faut, c'est pas du tout ça, il y a un fruit beaucoup plus simple, mais c'est vrai que l'attaque, la distorsion du temps, ça m'y a fait penser. Je me suis dit, ah ok, bah, elle a peut-être un fruit du monde lié à ça. On voit ensuite une nouvelle attaque de Bonnie qui s'appelle Marque du temps, donc on est encore dans le temps. Et on voit des petits objets sortir de Vegapunk, des étoiles, des cœurs, des lunes et tout. Et il redevient un enfant. On comprend avec les explications des deux que les objets qui sortent et qui scintillent de ce que nous dit Vegapunk sont les années qu'elle enlève à Vegapunk qui sont sorties de lui. Mais Bonnie, elle explique que ce n'est pas définitif, qu'il ne doit pas s'inquiéter, c'est pas permanent sur les êtres vivants, ses pouvoirs. Oui, ça reste quand même balèze. Ça reste quand même très balèze parce que qu'est-ce qui empêche Bonnie de hop, je te touche, t'enlèves tes années, tu deviens tout frêle au mec les plus puissants du monde de One Piece et de leur péter la gueule. Le haki, vous avez raison. C'est si tu as un haki hyper puissant, un haki des rois très puissant, tu peux donc te couvrir, Big Mom le faisait, etc. Et donc ne pas être affecté par les pouvoirs d'un fruit de démon. On le sait, on l'a appris récemment, enfin récemment il y a quelques temps déjà, mais on l'a appris. Mais néanmoins, sur pas mal de monde, son pouvoir il est balèze, ok Bonnie. Sans parler du fait que je vais revenir sur ma théorie sur fruit de démon, est-ce qu'elle a éveillé son fruit et est-ce que si elle ne l'a pas éveillé, est-ce qu'en l'éveillant, ça peut pas être un pouvoir où elle peut définitivement appliquer ça sur les humains, sur les êtres vivants. Si t'imagines, elle arrive, ah ben j'ai éveillé mon fruit, hop, je l'applique sur toi, ben, pour toujours t'es un enfant, sauf si tu fais ce que je te dis, sauf si tu vois. Incroyable. Enfin, Bonnie, j'adore cette personnage, j'adore cette femme, j'adore son car design, j'adore son pouvoir, je la trouve trop classe, je la trouve de plus en plus classe. Voilà. Elle explique donc un peu ses pouvoirs, etc. Et c'est cool, moi je trouve. Et elle veut que Vegapunk parle. Elle veut le faire parler et qu'il lui dise pourquoi il a tué son père. Parce que vu que Vegapunk a pris la conscience de son père, il est plus vivant pour elle à ses yeux, tu vois. Et donc, elle considère que Vegapunk a tué son papa, a tué Kuma. Et donc au même moment on voit Kuma qui grimpe Redline, donc je vous l'ai déjà dit lors du chapitre Criticalist du Wing 61, mais Kuma qui va à Redport, qui grimpe Redline, etc. Est-ce que ça nous ferait pas une référence à ce qu'on avait vu du robot ancien qui quand il s'était éveillé avait grimpé Redline pour aller à Marijoie? Est-ce que c'est pas une diversion pour que la marine et le gouvernement mondial disent putain attention, Kuma est en train d'attaquer Marie-Joise, on a besoin de votre aide, envoyez des forces alors que pas mal de forces sont déjà en route pour Hegel, etc. Bref, que Garp s'en va lui-même à la ruche. Voilà, est-ce que c'est pas une diversion? Bon bref, ça j'en ai déjà parlé dans le chapitre 1061, mais là du coup on le voit un peu du coup essayer de grimper. Vegapunk lui dit et lui répond qu'en fait il peut rien lui dire. Encore une fois il lui dit je ne peux rien te dire parce que j'ai promis à ton père de ne pas t'en parler et je ne vais pas trahir ma promesse, et que c'est lui-même en fait qui a choisi de se priver de sa conscience. Et on les voit d'ailleurs pendant plusieurs cases que c'est virulent comment il parle. Bonnie vraiment elle le bouscule, tu vois, elle veut qu'il parle mais il refuse. Et
D'ailleurs, il lui dit, mais c'est mon ami moi aussi, Kuma, et c'est douloureux pour moi, et je veux pas le trahir, etc. Donc on retourne sur Kuma, où on le voit ce qui se fait tirer dessus maintenant. Et à ce moment où il se fait tirer dessus, où il se prend des attaques, on entend dans le labo, on voit une case où on voit que Bonnie, etc. entend dans le labo des bip 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 bip. Et ça provient d'une salle. Et donc Bonnie trouve ça intriguant, donc elle lâche Vegapunk, elle va voir la salle et elle tombe sur une salle avec une grosse porte, avec une grosse patoune qui ressemble énormément au patoun de Kuma. Et donc on comprend que cette salle est liée à Kuma. Elle est fermée par un cadenas. Même si Vegapunk dit non, ça n'a rien à voir. Bon, Bonnie, elle est pas conne, on n'est pas con, on sait très bien, petit docteur, que la salle est liée à Kuma. Donc elle casse le cadenas, elle entre de force dans la salle et elle se retrouve devant les souvenirs de Kuma. On a du coup un flashback sur Kuma et Vegapunk qui est assez intéressant parce qu'on les voit parler entre eux. On voit Kuma, c'est très touchant, je trouve, de le voir comme ça, un peu plus jeune, on dirait, ou alors il a l'air quand même pas mal abîmé. Donc est-ce qu'il sort d'une combat, est-ce qu'il sort d'un entraînement, je sais pas trop. On nous détaille un peu ses pouvoirs, donc c'est assez intéressant. Et en fait, là, Vegapunk dit, voilà, tes pouvoirs, ils sont capables de faire ça. Est-ce que tu penses que tes pouvoirs seraient capables de faire que les images que tu prends mentalement, qui sont donc effectivement des souvenirs, parce que je vous ne l'apprends pas, mais oui, votre cerveau prend des souvenirs et donc des images quand vous faites des trucs, tac, 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 vous allez à un concert, peut-être que vous allez vous souvenir de rien, mais au fond de votre cerveau, quand vous étiez au concert, si vous avez vraiment été dedans, vous allez avoir des souvenirs, tu vois, des tac, 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 des images, tu vois. Et donc, en fait, ce que dit Vegapunk, c'est putain, est-ce que les images que prend inconsciemment ou que tu prends consciemment ton cerveau, tu peux les transmettre? Mais en fait, si c'est possible, et c'est une dinguerie en fait, les gars. C'est hallucinant. Et en fait, ça pourrait expliquer plein de trucs. Alors attention, je repars dans la petite théorie, mais est-ce que Kuma n'aurait pas réussi justement en expérimentant avec Vegapunk à le faire? Et donc Vegapunk et Kuma seraient tombés d'accord sur le fait que il enlève sa conscience pour s'il est torturé ou quoi, ou questionné machin en étant capturé ou quoi que ce soit, il dévoile pas ses plans, vu qu'il n'en est pas conscient, mais qu'en fait son pouvoir étant là, il prend des photos inconsciemment, paf paf, des endroits où il est, et toutes ces informations sont transmises dans cette salle avec cet immense concentré de souvenirs, et Vegapunk pourrait les analyser. Et en fait, où était Kuma? Il était à Marie-Joie, les gars. Pendant des mois et des mois, il était à Marie-Joie avec des dragons célestes. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a pu apprendre, et que les dragons célestes se sont dit ouais, il a plus de conscience, donc tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, on s'en fout. Il peut pas le transmettre, il peut rien en faire. C'est plus qu'une carcasse sans cerveau, sans rien. C'est vide, c'est une carcasse. Mais en fait pas du tout. En fait pas du tout. S'il faut, il a entendu des secrets sur les dragons célestes, sur Marie-Joie, sur l'ancien temps, qui lui ont été transmis à Vegapunk. C'est un délire. S'ils ont réussi à faire ça, c'est un délire, les possibilités. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis ou pas? Vous n'êtes pas très nombreux à venir voir mes critiques et analyses. Mais si vous aimez ce que je vous dis et tout, vous vous rendrez compte que c'est pas débile ce que je vous dis là et que c'est une dinguerie. Vegapunk et Kuma ont peut-être réussi à faire Kuma le plus grand et plus puissant espion du monde. Parce qu'en fait, inconsciemment, il espionne tout le monde. Et c'est inconsciemment que l'espionnage inconscient qui rentre dans ses souvenirs, qui vont dans ses souvenirs de conscience qui sont à Egghead, sont transmis à Vegapunk. On se rend compte de la dinguerie ou pas? On se rend compte ou pas de la dinguerie ou pas? Donc bon, petite théorie, voilà, je me calme un peu. Attendez, je me suis perdu dans mes notes, parce que mes notes sont très longues pour ce chapitre, étant donné que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, en plus, qu'est-ce que ça pourrait faire? Donc forcément, ça pourrait faire une liaison. Vegapunk pourrait apprendre des informations qu'il pourrait transmettre aux révolutionnaires sur des trucs de la marine ou du gouvernement mondial. Vegapunk pourra apprendre pour lui-même, pour ses recherches, des trucs par rapport au siècle oublié ou par rapport à ce qu'il y avait avant à Marie-Joie, sur les, tu vois, les trucs comme ça. Donc, vraiment pas mal. Ensuite, donc on voit cette concentrée d'images mentales, de souvenirs, etc.
Donc pour moi, en fait, la raison pour laquelle Vegapunk ne veut pas dire à Bonnie pourquoi Kuma a sacrifié sa conscience, c'est tout simplement parce qu'il a sacrifié pour étant révolutionnaire, il a sacrifié sa conscience pour, avec cette possibilité de pouvoir qu'il a, travailler avec Vegapunk et Dragon pour la lutte, pour la liberté et la paix dans le monde. Et pour un meilleur monde pour sa fille Bonnie. Voilà. Voilà. On voit d'ailleurs Bonnie qui commence à tendre la main vers la conscience et ce concentré bleu qui appartient à son père. Et en même temps, on voit que Kuma est en train de se battre à Redport contre la marine. On retourne sur l'équipage avec Shaka qui regarde Zoro et Brook se taper avec une partie de l'équipage. Où est Luffy? Je ne sais pas, il s'est encore barré, on ne sait où. Luffy a son habitude. On voit que les séraphins sont montés en même temps que le CP. Et là, on apprend quelque chose. C'est encore une chose qui fait que je n'aime pas Vegapunk. Les séraphins ont bien une personnalité, mais elle est bridée. Vegapunk est un putain de connard, de tortionnaire. On se rend compte ou pas? Il a cloné, il a reproduit en forme des bébés. Il en a fait des bébés qui ont grandi. Enfin, c'est ça, il faut bien comprendre que c'est des bébés qui ont grandi. Mais dès leur naissance, il leur a privé d'une personnalité et de pouvoir faire des choix, en fait. C'est des putains d'objets, en fait. Même la personnalité qu'ils ont, t'apprends par Shaka qu'elle est bridée, en fait. Qu'ils peuvent juste prendre des décisions en fonction des circonstances, voilà. Ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Vegapunk, je te déteste. Voilà. Moi, je ne comprends pas ceux qui aiment ce mec. Je comprends. Et je suis un des premiers à dire, il faut investir dans la science. Il y a des trucs dans la science, dans la médecine. Il faut savoir faire part de ce qui nous coûte et de ce que ça peut nous apporter tout. Aucun souci. Mais il y a des trucs, le clonage, des trucs comme ça, privés de priver de personnalité, de possibilité de prendre des choix et tout. Tu m'énerves de Vegapunk, voilà. Je ne comprends pas les bandeurs de Vegapunk. Bref. On voit du coup que, étant donné cette opportunité qu'ils soient montés par eux-mêmes jusqu'au labo, ce que ne s'attendait pas le CP, Edison et Lilith vont profiter de cela pour essayer de récupérer l'autorité sur les séraphins, parce qu'on se souvient qu'il y a une échelle d'autorité et que les Vegapunk sont bien au-dessus du CP. Ce qui est en fait plus que logique qu'ils fassent ça. Sanji fait une blague sur Zoro. Bon voilà, Sanji, ce chapitre j'ai pas trop aimé. On voit Sanji qui fait une blague sur Zoro en disant ah bah c'est dommage, tête de cactus, les algues là, machin des couilles, il va mourir avant le One Piece. Ah, j'ai pas trouvé ça drôle. Après c'est pas de mon humour, mais j'avoue que j'ai pas trouvé ça foufou quoi. Ça m'a pas étonné dans la relation des deux si vous voulez, mais bon. Bon, ça apporte rien quoi. Et surtout en plus je trouve qu'il réagit très mal quoi, parce que Nami l'engueule sur le fait que faut aller aider Zoro là en fait frérot, là c'est la merde là. Là Sanji faut réaliser, c'est la merde là, ok. Donc il accepte, ça le fait quand même chier d'accepter, mais bon pour Nami il le fait. Bref, pour moi c'est la différence énorme. Attention, je n'ai pas de haine contre Sanji, il est très classe, il a une histoire et il a des aspects bien plus travaillés que Zoro sur certaines choses. Mais bordel, c'est clairement pas le vice-capitaine quoi. Ça fait un moment que je le sais, mais moi je comprends pas qu'il y ait un débat en fait. Il y a pas, c'est le numéro 3 et puis basta quoi. Enfin, tu vois, c'est une aile de Luffy, ok, si vous voulez le truc, mais le vice-capitaine, le numéro 2, ça sera toujours Zoro, et juste dans les prises de décision quoi. Parce que Zoro, autant parfois il se chamaille avec Sanji et tu vois, Zoro il pourrait faire des blagues que je dirais ah bon, Zoro dit que Sanji va mourir avant le One Piece. Je trouverais ça tout autant je trouverais ça pas illogique, mais je serais en mode bon ok ça apporte rien, tu vois, dans les deux cas. Juste Zoro,
Bon, mais merde, lui, il réalise les choses. Quand c'est la merde, il réalise les choses. Quand à Water 7, il doit dire à Luffy, sois fort, t'es un capitaine, machin, il dit les termes. Quand il dit à Luffy, non, on récupère pas Usopp sauf s'il s'excuse, il dit les termes. Quand il dit machin, tous ceux, et moi je suis d'accord avec les gens qui disent, il vaut mieux pas qu'un jour, il apprenne que Sanji a levé la main sur Luffy. Alors Luffy lui expliquerait, c'est la réalité, c'est que lui, il voudrait péter la gueule à Sanji. Sauf que Luffy lui dirait, attends, pas de soucis, on s'est expliqué, je sais pourquoi il a fait ça, badadi. Mais Zoro, c'est pas un rigolo, c'est le vice-capitaine de l'équipage. Lui, il y a un cas, voilà, on fait ce qu'il faut, ok. Il y a des conséquences, machin, des trucs à faire, il est fait. Sanji, il est mou, quoi. Il est pas, enfin, je trouve pas qu'il soit. C'est que quand c'est les meufs, quoi. Ah, Nami Chuan est touché, ah là je réagis. Ah, Robin Chuan est touché, ah là je réagis. Enfin, voilà, tu vois. Et en fait, voilà, c'est bref. Mais vous avez le droit d'aimer Sanji. Moi, j'aime bien Sanji sur plein de trucs. J'adore ses évolutions et tout. J'ai hâte de voir ce qu'il va devenir à la fin du manga. Mais juste pour moi, bon, il n'y a plus de débat, quoi. Il y a une différence entre les deux. Elle est immense, quoi. Sur le fait qu'il y a le bras droit, le vice-capitaine, et il y a lui, quoi. Et d'ailleurs, on en arrive même, c'est que pour pas faire arrêter cet aparté là sur la comparaison entre les deux, c'est que même Franky après Nami lui dit d'arrêter faire le con, quoi. Parce que c'est vraiment la merde. Et en fait, quand un ami Franky qui dit à Sanji, oh frérot, les blagues, pourquoi pas, on sait que votre relation avec Sanji, avec Zoro, c'est qui aime châtie bien, vous balancez des pics à tout va. Mais là, frérot réagit parce que c'est vraiment la merde. Alors en même temps, ça revient sur le fait de. Je vous rappelle qu'au début de la critique analyse, à un moment, je vous ai dit, mais où est Luffy? Où est Luffy? Vraiment, son équipage, c'est le bordel. Où est-ce qu'il est encore parti? Est-ce que Luffy serait pas en train de rechercher Bonnie parce qu'il aurait compris que Bonnie a coursé Vegapunk et serait en train de les chercher et lui aussi arriverait devant les souvenirs et la conscience de Kuma, qui sait. Donc Brook et Zoro sont face au CP0. Zoro il donne l'ordre à Brook de surveiller le navire. Il lui dit écoute, je m'en charge, je surveille le navire pour l'instant, qu'il se passe pas de couilles au navire. Il affronte Kaku. On voit que Kaku, bravo à lui, comme Lucci, bravo mec, bravo en vrai, parce que ça n'arrive pas souvent et c'est pas si simple, a réussi à éveiller lui aussi son Zoan, mais en fait il est pas assez fort pour combattre, même en forme éveillée, pour combattre Zoro, parce qu'on le voit qu'il envoie plusieurs attaques à Zoro avec son haki, avec son éveil et tout, mais en fait Zoro il envoie valser dans le sol, et il envoie valser assez facilement en réalité. Assez cool de voir, mais ça je le sais, ça fait plusieurs chapitres que je dis, Lucci est intelligent, il sait que c'est la merde que les Séraphins soient montés, il sait qu'il va y avoir un rapport de force et d'autorité qui va basculer si un Vegapunk arrive, donc il lui donne un ordre direct en mode bon les Séraphins, hop, vous attaquez, vous détruisez le labo avant de changer d'autorité, parce que sinon après je pourrais plus en profiter. Donc on voit les Séraphins, les 4 Séraphins, bam, qui attaquent le labo se fait dégommer, et là, pour finir cette critique analysée, pour finir ce chapitre, on a Stussy avec des ailes noires qui donne un petit croc à Kaku, qui l'endort, qui le mord. On sait pas ce qui se passe. Qui vient d'endormir Kaku. Lucci d'ailleurs lui demande mais qu'est-ce que tu branles? Et elle lui dit d'ailleurs, et elle dit à Lucci, fais pas le chier, endors-toi toi aussi. Et what the fuck? C'est quoi ça? Stussy a des ailes noires qui m'ont fait penser, mais vraiment, à la forme démoniaque de Robin contre Black Maria. Là, vous vous souvenez de cette forme? Bon, alors, la forme est beaucoup plus grande, donc les ailes sont beaucoup plus grandes, mais ça m'a fait un peu penser à ça. Mais what the fuck, c'est une vampire? Est-ce que Stussy serait une vampire? Est-ce que c'est une race? Est-ce que c'est un Fujidémon? Est-ce que Robin serait aussi une vampire? Non, je vais peut-être trop loin. Bon, qui sait, dites-moi en commentaire. Mais what the fuck en fait. Et ensuite, on apprend quoi? Stussy est en fait la première clone réussie de Vegapunk et des Mads. Référence, écho à ce que disait au début du chapitre, voilà. C'est une clone d'une membre des Rocks. Mais what the fuck? What the fuck? Alors, forcément, je vous le dis,
moi je suis contre le clonage. Je trouve ça voilà, magnifique, c'est cool. On a un clone. Stussy est un clone, trop cool. C'est un clone de membre des Rocks, trop cool. Elle a l'air balèze, trop cool. Elle vient d'endormir un Kaku en forme éveillée en le mordant, trop cool. Ça n'empêche pas que non, en fait, à mes yeux, le clonage et faire des gens comme Stussy ne va pas apporter la paix et la liberté dans le monde. Vegapunk, non, tu t'es juste pris pour voilà, voilà. Bon bref, j'en ai déjà parlé au début du chapitre et un peu plus au-dessus avec ça. Bref, Vegapunk me saoule. Mais incroyable, elle a un chara design incroyable avec ses ailes. Est-ce que c'est la clone de la femme, souvenez-vous, qui disait être la maman de Weeble et qui disait être l'ex de Barbe Blanche, et donc ça expliquerait un peu plus pourquoi Barbe Blanche jeune aurait pu être attirée en tant que garçonnet là par une magnifique femme, parce qu'elle est quand même, par rapport à son chara design, c'est quand même une très belle femme, ceci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que moi, c'est ce que je me suis dit. Alors, est-ce que du coup, le fruit du démon qu'avait César aussi dans la couverture, ça serait le fruit du démon d'un vampire ou je sais pas quoi, espèce mythologique antique vampire, et donc Stussy serait un clone humain, donc une humaine, mais quand même une clone qui aurait le fruit du vampire ou quoi, et donc ça n'aurait aucun rapport avec la forme démoniaque de Robin. Est-ce que en fait, non, c'est un lien, et donc Robin serait bien une démon entre guillemets, parce que depuis le début de One Piece on nous dit c'est l'enfant du démon, des démons d'Ohara et tout, et en fait est-ce que peut-être Robin serait d'une espèce vampirique, tu vois. Enfin, ça ouvre des débats, ça ouvre des ouvertures de théories, ça ouvre la réflexion, et je trouve ça trop cool. Chapitre de ouf les amis, c'est la fin de cette critique analyse. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez eu aujourd'hui, mardi, la critique analyse du 1071 et du 1072. Fin de semaine, le 1073, je serai à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc ça sortira dimanche ou lundi comme d'hab. Désolé d'avoir été en retard pour les critiques analyses de ces deux chapitres. Mais bon, voilà, elles sont là. Ne m'emmerdez pas. L'important, c'est de parler de One Piece, d'être respectueux, de donner son avis respectueusement dans les commentaires, et de parler entre nous, d'être ouvert au débat et d'accepter les avis différents, et surtout d'être respectueux. Les amis, je vous laisse là, j'espère que cette critique analyse vous aura plu. Moi, ce chapitre, j'ai particulièrement aimé, j'ai hâte et je suis hype avec tout ce qu'on a comme truc qui se passe dans le monde de One Piece, que nous a mis Oda, de ce qui va se passer pour la suite. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, tu peux regarder la critique analyse du chapitre 1071 en cliquant là. Les amis, à très vite. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.